Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 17e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler, vous le découvrirez pourquoi très vite, Faut que ça bouge. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, avec le chiffre 2 au milieu et couple au singulier comme le nom du podcast. Ou par email sur tranchedecouple@gmail.com. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranches de couple, à garder la pêche pour vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours et du monde en fait. Et voilà quoi, partagez. Alors Max, on commence évidemment par un sujet on commence par un sujet sur lequel on revient régulièrement, mais qui est toujours là, même si on a tendance on vit une sorte de pente descendante en matière d'intérêt pour ce sujet. Ça se voit aussi dans les derniers sondages qui ont été faits avant les présidentielles. Tu vas nous parler de la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, loin de là, et on assiste à des choses qu'on aurait aimé ne pas voir au XXIe siècle. Exactement. La guerre en Ukraine, quand on a commencé à en parler, on pensait que ce serait une guerre courte. Et là, clairement, c'est pas le cas, puisqu'on est le 10 avril. Je vous rappelle que la guerre a commencé le 24 février par l'invasion russe du territoire ukrainien. Alors, c'est impossible de couvrir tout ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours dans le détail, mais il y a un certain nombre de sujets qui nous ont semblé importants de mentionner, même brièvement. Et d'abord, bien sûr, le fait que depuis le 25 mars 2022, donc à peu près un mois après le début de la guerre, le ministère russe a changé de stratégie parce que, en gros, ils ont vu qu'ils ne parvenaient pas à s'emparer de la capitale, Kiev. Et donc, ils ont annoncé le retrait des forces russes du nord-est du pays pour se concentrer sur la région du Donbass, dans l'est du pays. Le Donbass, vous le savez, c'était cette zone qui était déjà occupée depuis 2014 en partie par ces républiques sécessionnistes et puis donc derrière la Crimée. Alors officiellement, l'état-major russe assure que sa stratégie a été d'étirer les défenses ukrainiennes sur de nombreux fronts pour les empêcher de défendre le Donbass massivement, que cette décision fait suite finalement à un succès de la première phase de cette opération militaire spéciale avec les guillemets, c'est comme ça que les Russes l'appellent, mais c'est aussi face à une réalité. En fait, la Russie n'a été capable de prendre qu'une seule grande ville en Ukraine, c'est-à-dire Kharkov, et elle n'a pas réussi à prendre la capitale alors que c'était un objectif annoncé puisqu'il s'agissait de faire tomber le gouvernement. De nombreux... Comme on le voit cyniquement passer souvent sur Twitter, nous sommes aujourd'hui au jour 64 de cette opération spéciale de 3 jours qui a commencé le 24 février. Exactement. De nombreux experts estiment que Poutine va chercher à revendiquer une victoire en s'assurant le contrôle du Donbass dans sa totalité et en négociant le statut de la Crimée. Et c'est pour ça que Mariupol est particulièrement stratégique. C'est non seulement un port sur la mer d'Azov, mais ça permettrait aussi à Moscou d'avoir un territoire continu de la Russie jusqu'à la Crimée par la terre. Et puis, ne pas oublier, le contrôle de la mer d'Azov, il est stratégique parce que ça permet d'avoir un accès incontesté à la mer Caspienne. C'est par la mer d'Azov qu'on peut avoir accès à la mer Caspienne. Alors, il y a une date qui est celle du 9 mai qu'un certain nombre d'observateurs considèrent être la date clé pour Poutine. Le 9 mai, c'est la date de la victoire, la célébration de la victoire sur le nazisme. Et donc, un certain nombre de personnes considèrent que les Russes vont tenter de prendre le contrôle complet du Donbass d'ici au 9 mai, c'est-à-dire dans un mois, pour pouvoir, en gros, annoncer une grande victoire de cette invasion.
Ça ne sera pas forcément simple, mais on verra comment ça va se développer. Alors, deuxième sujet, Guillaume, tu l'as mentionné, c'est un sujet tragique. C'est les massacres de civils dans les zones libérées. Lors du retrait des troupes russes des environs de la ville de Kiev qui a donc fait suite à la réarticulation de la présence des Russes en Ukraine, ont été découvertes de nombreuses victimes civiles, notamment dans la ville de Boutcha, dont vous avez entendu parler, située à 30 km au nord-ouest de Kiev. L'occupation russe y a duré un peu plus d'un mois, depuis le 27 février et jusqu'au 31 mars. Et lorsque les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville, de nombreux corps de civils ont été découverts dans les rues, certains avec les mains attachées dans le dos, une balle dans la nuque, d'autres dans des fosses communes. On découvre des véhicules écrasés par des chars avec les conducteurs à l'intérieur. Un certain nombre de cadavres sont piégés avec une grenade. Les photos et les vidéos de ces civils, de ces cadavres, font froid dans le dos. Elles font le tour de la planète et la communauté internationale s'indigne. Les autorités ukrainiennes estiment à 1200 le nombre de corps qui ont été découverts dans la région de Kiev. Mais au-delà de cette indignation, finalement, dans les faits, pas grand-chose, si ce n'est un nouveau paquet de sanctions et une mesure symbolique qui est le vote pour expulser la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et on voit que les choses continuent puisque le vendredi 8 avril, 2 tirs de roquettes russes ont visé une gare dans la région de Kramatorsk où se massaient les civils pour fuir en direction de l'ouest puisque comme tout se reconcentrait à l'est, ils essayaient de fuir. Et donc là, il y avait 4000 personnes présentes dans la gare, 50 morts dont 5 enfants, 98 blessés dont 16 enfants. Moscou dément, Moscou dénonce des manœuvres des Ukrainiens, mais les faits sont là. Et certains proches de Moscou ne dénoncent pas et ne démentent pas, mais disent que dans la guerre, de toute façon, on vise des cibles stratégiques et parfois, malheureusement, il y a des civils dans ces cibles stratégiques. Tout bad, hein. On leur reparlera du théâtre de Mariupol aussi. Et oui, c'est aussi à ce moment-là où on peut voir que certains n'ont pas de honte. Alors, un autre point qu'on voulait soulever, c'était le geste fort de dirigeants de l'Union européenne vis-à-vis de Kiev, avec le 1er avril, la visite de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui assure les autorités et le peuple ukrainien du soutien du Parlement européen, du soutien du peuple européen et de l'aide pour reconstruire le pays. Une semaine plus tard, le 8 avril, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, Josep Borrell, se sont rendus eux aussi en Ukraine, d'abord à Boutcha, où la présidente de la Commission européenne a condamné la face cruelle de l'armée de Poutine. C'est une citation. Et puis à Kiev, où elle a mis en avant les sanctions en disant que ça allait. L'objectif était quand même de mettre à genoux la Russie. Et elle a remis symboliquement au président Zelensky un questionnaire pour lancer l'examen de la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne. Vous le savez, Zelensky avait signé une demande en plein cœur de la guerre pour devenir membre de l'Union européenne. Alors on peut se poser la question, pourquoi Metsola et von der Leyen et pas Charles Michel, le président du Conseil européen ? On dit qu'un déplacement de Michel à Kiev n'est pas exclu, mais c'est pas non plus planifié. Alors, de toute façon, ils ont fait doubler par Boris Johnson. Leur positionnement institutionnel respectif pourrait éventuellement expliquer ceci. Metsola, elle s'appuie sur une position très forte du Parlement européen qui a répété à plusieurs reprises son soutien à l'Ukraine. Elle n'est pas en étant à la tête du Parlement européen. Finalement, elle risque pas de prendre un engagement au nom de l'Union européenne, puisque vous le savez, le Parlement européen n'est que co-législateur et c'est quand même les États, surtout en matière d'adhésion, qui ont le premier mot. Ursula von der Leyen, elle est à la tête de l'administration communautaire, elle gère les fonds pour l'aide aux réfugiés ainsi que la procédure d'adhésion, donc c'est assez légitime, alors que Michel, lui, représente le Conseil européen et donc les chefs d'État et de gouvernement.
Et il faut quand même dire que malgré une certaine unité de façade, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas complètement sur la même ligne quand il s'agit de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, quand il s'agit de l'embargo sur le pétrole et le gaz, ou de la relation à la Russie. On sait qu'il y a quelques dirigeants européens qui sont un peu plus timorés. Alors du coup, ça pourrait être plus difficile pour Michel de se rendre à Kiev et de porter une voix unique et claire, et éventuellement ça pourrait affaiblir, s'il était critiqué, le message européen de soutien. Alors voilà, dernier sujet, c'est la conférence des donateurs en soutien aux réfugiés ukrainiens, plus de 4 millions, et de déplacés ukrainiens au sein du pays, 6,5 millions, qui s'est tenue le 9 avril 2022 à Varsovie. Donc il y a eu 9,1 milliards d'euros en dons, en prêts et en subventions qui ont été promis par l'Union européenne, le Canada et d'autres donateurs. 4,1 milliards de dons des gouvernements, entreprises et donateurs privés qui seront redistribués par l'ONU ou les autorités ukrainiennes, et 5 milliards supplémentaires sous forme de prêts et de subventions par les institutions européennes, dont 4 milliards pour un programme d'hébergement, d'assistance scolaire et d'assistance médicale pour les Ukrainiens pris en charge dans les pays de l'Union européenne. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ces 15 derniers jours et des faits très marquants de cette guerre en Ukraine. Merci Max. Avant de passer une brève sur le rapport du GIEC, enfin je ne sais pas si on peut encore appeler ça des brèves, n'est-ce pas, parce que elles sont de moins en moins brèves, mais on va essayer d'aller assez vite. Tu nous parlais justement de l'unité de l'Union européenne et tu veux peut-être nous faire une petite brève pour le coup sur la réélection de Viktor Orban en Hongrie. Oui, effectivement, Viktor Orban a été réélu le 3 avril dernier pour un 4e mandat. Il était déjà au pouvoir depuis 12 ans. Il a été réélu avec 54% des voix, contre 33% pour la coalition d'opposition, avec un taux de participation assez élevé, puisqu'il était quasiment au record de 68% de participation. Le record, c'était en 2018. Les Hongrois étaient aussi appelés à voter sur un référendum anti-LGBT, appelé loi sur la protection des enfants, qui, et je m'en réjouis, a été un epic fail parce que le taux de 50% de bulletins de vote valides n'a pas été atteint, et environ 20% des bulletins ont été déclarés nuls parce que en fait, ceux qui ont voté ont gribouillé sur les bulletins pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce genre de référendum. Voilà. Très bien, une mauvaise et une moins mauvaise nouvelle finalement, mais on gardera toujours un œil sur la Hongrie en espérant ne pas avoir à jeter un œil trop fort sur la France dans les semaines qui viennent. Guillaume, c'est toi qui nous fais dans cet dernier sujet d'actu une brève sur le rapport du GIEC qui a été publié récemment. Alors oui, si vous écoutez les médias traditionnels, on va dire, on vous en voudra pas si vous n'en avez pas entendu parler, puisqu'effectivement c'est passé relativement inaperçu, comme souvent quand il s'agit du climat, mais c'est une autre question. Le GIEC a sorti un nouveau rapport, enfin pour être précis et expliquer pourquoi on parle régulièrement et on a l'impression d'un rapport tous les 6 mois, le 3e et dernier volet du rapport global du GIEC, sur lequel il travaille depuis plusieurs années et qui a commencé à arriver, le premier volet étant arrivé en 2021, fin 2021 pour le 2e, et puis maintenant pour le 3e. On a aussi peu parlé de celui-là que des précédents, et pourtant il est encore plus terrifiant dans un sens quant aux conséquences d'un changement climatique non maîtrisé, mais il donne aussi pour la première fois des solutions concrètes sur comment arriver à limiter les conséquences de ce changement. On n'est plus dans le mode aujourd'hui on évite que ça arrive, mais plutôt dans le mode on limite les dégâts autant que possible. Après donc un premier volet sur les faits, pourquoi ça arrive et qu'est-ce qui se passe, un second sur les effets, quelles sont les conséquences, voici le dernier volet de ce rapport sur les solutions. Petit rappel, alors que nos émissions collectives de gaz à effet de serre continuent de croître, même si c'est dans une moindre mesure, on est à 1,3% de croissance, on était à 2,3% il y a 3 ans, il faudrait réduire de 27 à 43% d'ici 8 ans, en 2030, et surtout de 60 à 80% les émissions d'ici 2050. On devrait donc avoir déjà commencé à les diminuer, ce qui n'est pas le cas. Le GIEC pointe donc des solutions, au premier rang desquelles, surprise, l'action. Parce qu'un des péchés capitaux de notre civilisation, c'est plutôt l'inaction, l'attentisme. Alors même que le coût de plusieurs technologies bas carbone ne cesse de chuter, l'éolien, le solaire, les batteries électriques, nous n'avons plus d'excuses pour ne rien faire. Plusieurs secteurs se voient dotés d'une liste d'actions possibles et jugées efficaces. La production d'énergie, l'industrie, l'agriculture, arrêter de bouffer du steak à tous les repas, les transports et le bâtiment. On vous mettra le lien vers un article de France TV Info qui détaille tout ça avec beaucoup de précision.
Une autre solution qui avait été rejetée jusque-là par les experts du GIEC, car jugée peu efficace, mais qui aujourd'hui est reprise car elle est jugée mieux que rien, c'est la capture de carbone. Mettre en place des usines, des fermes pour capturer du carbone dans l'air et le reconditionner. C'est quelque chose qui avait jusqu'à maintenant été peu utilisé parce que c'est assez coûteux et avec une conséquence, c'était peu efficace. Et pourtant, aujourd'hui, ça devient utile puisqu'on doit trouver toutes les solutions d'utiliser ce moyen-là. Enfin, le rapport rappelle que les pays développés et certains gros pays en développement, l'Inde et la Chine notamment, polluent en proportion beaucoup plus que les autres. Le GIEC appelle donc à un soutien financier accéléré des pays développés aux pays en développement. Cela constituera un facteur essentiel pour renforcer les mesures d'atténuation et remédier aux inégalités, ainsi que faire face à la vulnérabilité économique des pays en développement face au changement climatique. Last but not least, les moyens alloués à la transition sont trop faibles, un peu dans la ligne de la non-action en fait. En plus de limiter encore davantage les flux financiers de soutien aux industries polluantes et aux énergies fossiles, il faudrait, selon les scientifiques, investir 3 à 6 fois plus que ce qui est investi aujourd'hui pour espérer atteindre les objectifs de l'accord de Paris dans les temps. Alors personnellement, un petit truc qu'on a vu passer, une petite anecdote qu'on a vu passer sur Twitter, c'est à la maison, on n'a pas un, mais on a 2 calendriers qui nous aident à comprendre déjà quels sont les fruits et légumes de saison, puisqu'il faut donner aussi important, ça. des choses sur lesquelles on peut chacun avoir un impact. Voilà, merci maman, qui nous sont bien utiles pour éviter de faire des bêtises et pour savoir à peu près qu'est-ce qui est un fruit de saison. Même si particulièrement mars et avril, c'est un peu la grosse déprime, on arrive à faire avec des légumes moins habituels, le chou, le fenouil, le fenouil c'est surtout pour moi, hein, Max, les chicots. En plus de ça, on achète quasi exclusivement des légumes qui sont produits en Belgique. On va dans un supermarché où les fruits et légumes sont triés dans des bacs de couleurs en fonction de leur provenance. On cherche donc... oui, t'étais pas au courant. Ah non, Max n'avait jamais fait gaffe. Jamais fait gaffe, je découvre. On a dans ce supermarché en plus un très gros tableau aussi avec les différents... Qu'est-ce qui est produit en Belgique et à quelle période. Et en plus, en fonction de la couleur du bac, donc maintenant tu sauras que les bacs bleus et les bacs verts sont des bacs de légumes qui viennent de Belgique. En gros, tout ce qui vient en cagette, c'est souvent d'Espagne, d'Italie, en tout cas du Sud, et donc pas forcément produit localement. Donc nous, on essaye d'acheter ça en priorité. Évidemment, c'est pas notre petit geste qui va tout changer. Par contre, une accumulation de petits gestes, ça change quelque chose. Et surtout, faire entendre votre voix auprès des industriels qui sont les plus gros pollueurs et auprès des gouvernements qui sont ceux qui peuvent réellement prendre action sur le sujet. Ça, c'est très important. Vous avez eu l'occasion de le faire. Quand vous écouterez ce podcast, nous avons pris, la décision de ne pas parler des élections présidentielles parce que, justement, on l'enregistre avant les résultats et que ça ne nous paraissait pas avoir grand sens d'enregistrer quelque chose avant les résultats. Il n'est pas exclu, cependant, que d'ici le week-end prochain, on réenregistre un petit podcast, un mini-podcast, quelque chose de 10-15 minutes pour revenir sur les résultats de ces élections. On le refera peut-être aussi après le deuxième tour. On ne garantit rien, mais on va essayer de le faire. Et en tout cas, d'ici là, je ne saurais que vous recommander de faire entendre votre voix, notamment sur l'écologie, mais pas que, auprès de nos gouvernants, puisque c'est la meilleure façon que vous avez de le faire, c'est de voter. Merci. Et effectivement, voter, c'est important. On y reviendra. Comme d'habitude, on passe à la rubrique Belgitude. Et aujourd'hui, Guillaume, tu voudrais nous parler de... La relation je t'aime moi non plus entre la Belgique et la France. Près de 200 ans après la création du pays, les liens entre la Belgique et la France semblent ne jamais avoir aussi proches. Oui, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut savoir déjà, mais vous le savez sûrement si vous écoutez ce podcast régulièrement, où vous pouvez réécouter nos épisodes précédents où vous trouverez toutes ces informations, qu'il y a en Belgique 4,8 millions de francophones maternels pour près de 8 millions de locuteurs, en prenant en compte les flamands qui parlent aussi le français. Un sondage assez ancien, il faut le dire, il a 15 ans, mais je suis désolé, j'ai pas pu trouver mieux, nous apprend que les Belges aiment chez les Français leur amabilité, leur courtoisie, le fait que nous savons nous exprimer, nous sommes ouverts d'esprit, nous sommes cultivés, nous cuisinons bien, nous sommes bons vivants. Bon, bien, revers de la médaille, nous serions chauvins et arrogants. Bim, prends ça dans ta tronche, plus d'un Belge sur 2 le pense, et même plus de 3 Belges francophones sur 4 considèrent que c'est notre plus grand péché. Encore une fois, peau dans la tronche.
Ouais, et puis franchement, l'arrogance française, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les Belges qui pensent ça de nous. Hein. Ah, on parle de quelqu'un qui connaît quelque chose à l'international. Autant dire que, notamment au niveau médiatique, les Belges francophones s'intéressent beaucoup aux journaux et aux chaînes de télévision françaises, disponibles quasi intégralement, sauf M6 pour une raison qui m'échappe, sur l'ensemble des bouquets de base et dans les premiers numéros des principaux fournisseurs télé. Un tweeto rappelle également que dans Belgique bicommunautaire, aucun média n'est partagé entre néerlandais et français, pas initiative de JT commune ou même pas un journal en commun bilingue. On ne reviendra pas là-dessus, c'est un peu la misère de mon point de vue, c'est surtout un beau gâchis. Et puis on ne peut même plus compter sur la Belgique pour nous envoyer des points à l'Eurovision. Une année sur deux, il faut savoir que le jury est composé de médias néerlandophones et l'autre année par de médias wallons. Et l'année dernière, d'ailleurs, en 2021, où la France a quand même fini deuxième de l'Eurovision, le jury belge a attribué 0 point à la France. On remercie quand même les téléspectateurs qui ont bon goût, qui eux ont attribué 12 points. France, 12 points. Merci les collègues. Il faut dire que le nord et le sud du pays se parlent peu, c'est pas nouveau. Dernier exemple en date, la communauté francophone qui a décidé d'attribuer 2 semaines de vacances d'hiver en février-mars, alors que la communauté néerlandophone reste sur 1 semaine. Pas simple à gérer pour toutes les familles, notamment à Bruxelles, qui ont des enfants dans les différents systèmes. J'ai des collègues qui sont un peu verts. Bref, les Belges sont les principales cibles aussi des Français pour ce qui est des blagues. D'ailleurs, Max, comment reconnaît-on un Belge dans un sous-marin ? Parce que c'est journée porte ouverte. Non, c'est celui qui dort la fenêtre ouverte et qui a un parachute. Mais bon, les Français sont aussi les principales victimes des blagues belges francophones. Par exemple, savez-vous pourquoi il n'y a pas d'éclairage sur la nationale française ? Parce qu'ils se prennent pour des lumières. Point. Bon, on pourrait dire qu'en Belgique, tu as besoin d'avoir de la lumière parce que tu as besoin de savoir où est-ce que sont les trous. Oh, qu'il est mauvais. On vous a déjà parlé des trous dans les autoroutes belges. Oui, si c'est pas le cas, on le refera, mais je pense qu'on l'a déjà fait. En somme, les deux côtés du Kiévrin partagent finalement une culture et une langue qui donnent ce sentiment de proximité. À ajouter à cela l'exode des Belges tous les étés vers la Provence et le sud-ouest. Ils sont partout, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Tant qu'on ne parle pas de foot, ça va. Par contre, si on commence à en parler, là, il n'y a plus de potes et on est clairement l'ennemi à battre numéro 1. Ah oui, ça fait des dégâts. Ah, ça fait gros dégâts. On va pas se mentir, tous les 2 ans, on se tape la remontée du seum et le sentiment anti-français, en particulier côté communauté francophone, parce que on va plutôt du côté flamand, ils en ont pas grand-chose à faire en fait. Mais mis à part 2018 qui a laissé quand même un seum et des traces prodigieuses, on s'aime quand même globalement entre Belges francophones et Français, et puis la Belgique et la France en général. Allez, on passe à notre rubrique Vite Couple, qui sera notre dernière rubrique parce que le temps avance déjà. Alors, on va déjà... J'ai préparé un super truc pour la fin. Non, c'est pas vrai, je dis. On va déjà vous parler de notre expérience de vote de ce matin, même si on a dit qu'on ne parlerait pas des élections de manière plus générale parce que on en fera, on l'espère, un épisode un peu particulier lorsqu'on aura des résultats. Mais en tout cas, de notre côté, on a pris notre vélo ce matin, on a fait une belle balade. Après la messe des rameaux, parce que ce matin, c'était la messe des rameaux, pour aller faire notre devoir civique, notre devoir de citoyen. Et pour nous, on a entendu un certain nombre de personnes qui se disent dégoûtées de la politique, qui se disent ne pas aller voter parce que de toute façon, ils ne sont pas satisfaits des candidats. Mais je crois que ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a la chance dans notre pays de pouvoir exprimer notre voix, de pouvoir participer au processus électoral. C'est vraiment ça le cœur de la démocratie. Et on le sait, dans de nombreux pays, ça n'est pas accessible à tous. Dans de nombreux pays, la démocratie n'est qu'une démocratie de façade et en réalité, chacun n'a pas le droit d'exprimer son vote. Et puis surtout, si on ne va pas dans les urnes... Puis dans nombreux pays, elle n'existe tout simplement pas. Exactement. Si on ne va pas dans les urnes, derrière, il ne faut pas critiquer derrière les orientations de la politique. Après, c'est vrai, ce qui est compliqué avec la démocratie représentative, c'est qu'en fait, on n'aura jamais un candidat qui nous satisfera à 100%. Et un certain nombre de personnes disent qu'ils votent contre, c'est-à-dire qu'ils écartent les candidats qui les représentent le moins. Parfois, on vote pour un candidat parce que c'est celui qui se rapproche le plus de nos convictions, même si par ailleurs, il a des prises de position, il ou elle a des prises de position qui ne nous satisfont pas.
Mais voilà, faire ce geste citoyen, c'est important. Et donc, même si ça veut dire que ce matin, on a dû passer à peu près un peu moins d'une heure à faire la queue pour pouvoir rentrer dans le centre d'exposition de Bruxelles où était située la majorité des bureaux de vote à Bruxelles, c'était quand même important de faire ce devoir civique. Et en plus, il faisait beau, donc c'était quand même pas non plus horrible. Oui, on pense à tous les gens qui ont voté hier à Montréal dans le froid et la pluie et qui ont parfois attendu jusqu'à 2h30 pour pouvoir voter aussi. Et qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait des queues un peu partout, bien que la participation soit en baisse en général. Et on peut quand même remercier toutes les personnes qui sont bénévoles pour que ces élections puissent se tenir, parce que tous ceux qui travaillent dessus et tous ceux qui sont bénévoles. Sans ces personnes, sans les présidents de vote, sans les assesseurs, sans les gens qui s'occupent de s'assurer de la bonne tenue des listes électorales, donc dans les mairies ou dans les consulats, ça ne serait pas possible. Voilà, certains, j'ai entendu quelques critiques en disant c'est mal organisé, tout ça. Oui, mais de fait, on n'arrive pas toujours à trouver des volontaires pour être assesseur. Nous, on l'a fait dans le passé. On a été 2 fois assesseur en 2017 pour je ne sais plus quel tour, le premier tour des présidentielles et le deuxième des législatives ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est important ou le aussi deuxième tour des présidentielles de donner du temps et de savoir et de remercier les gens que vous croiserez sur votre chemin de vote. Y compris si vous le pouvez pour dépouiller les votes. Absolument. Parce que c'est un exercice public, tout le monde a le droit de venir assister au dépouillement. Et donc, et puis on a besoin aussi de gens pour officiellement compter les bulletins. Tout à fait, absolument. Voilà. Alors, c'était quand même aussi hier l'anniversaire de Guillaume. Donc, joyeux anniversaire Guillaume. 34 ans, ça se fête. Et on l'a fêté, on a bu quelques coups. Ouais, c'était bien. On va pas se mentir, on n'a pas fait une grosse stuff parce que on a finalement eu le Covid aussi. Ça y est, tous les deux. Hein ? Merci les repas de famille. Voilà. Bon, on y avait échappé pendant 2 ans et demi. Et finalement, on l'a eu, on l'a chopé. D'abord moi, et puis ensuite toi, Guillaume. Voilà, c'est ça. Donc ça y est, c'est fait, on a coché la case. Pas exclu qu'on la recoche, mais on a eu la chance de passer notre petit isolement à la maison. Je veux dire qu'on est aussi content d'en sortir finalement. On a eu la chance de ne pas avoir trop de symptômes. Alors probablement aussi le fait que nous ayons toujours été des soutiens et nous soyons vaccinés 3 fois, ça a fait peut-être probablement 2 fois plus des un choses booster. qui font que j'ai eu juste un gros rhume et le nez pris pendant 2-3 jours, et puis Max j'ai eu quelques symptômes un peu plus, mais c'est rien de sévère. Donc en tout cas, oui, on peut dire que le vaccin, ça nous a certainement empêché d'avoir des symptômes plus graves. Tout à fait. Et puis alors, le week-end prochain, on s'en va. On va partir en vacances de Pâques, n'est-ce pas ? On part quasiment en vacances. On part 5 jours, 6 jours. Et on va où pour le week-end de Pâques, Max ? On va à côté de Thésée. On va à côté de Thésée. Voilà, vous savez pour nous que on va se ressourcer Thésée compte spirituellement. beaucoup. Et puis on avait plein de plans pour ce week-end, pour ces vacances de Pâques, qui sont tous tombés les uns après les autres pour différentes raisons. Et puis on a finalement trouvé ce plan-là qui, au final, nous convient tout à fait. Et donc on va pouvoir aussi profiter de ma famille pendant le week-end de Pâques. Voilà, après avoir profité de la famille de Max il y a 2 semaines. C'est sympa de pouvoir passer du temps aussi dans nos familles respectives. Exactement, ça va être bien de pouvoir profiter de la famille, de pouvoir profiter peut-être de quelques amis, et puis surtout de se poser un petit peu. D'ailleurs, si vous nous écoutez, on attend toujours que vous nous donniez vos dates. Les petits messages, les petits messages. Bon, visiblement, il y en a certains qui sont en isolation, isolation Covid. Alors on pense à vous. C'est manifestement, il y a effectivement, on pense beaucoup à Amélie notamment, n'est-ce pas ? Chacun son tour. Tu vas avoir le temps d'écouter tous nos épisodes en retard. C'est l'avantage. Mais spécial dédicace pour toi pour la semaine qui vient. Voilà. Et non, mais ça va être chouette, en espérant qu'il fasse beau, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a fait plutôt froid. Alors on était content d'être en quarantaine cette semaine-là, parce que comme il n'a pas fait beau, pas très chaud, on était mieux à l'intérieur. mais voilà, c'est bientôt le printemps, non ? Je veux dire, 10 avril, ça peut quand même commencer à être le printemps, non ? Un peu de chaleur ? Ouais, on a eu cette espèce de vague de chaleur bizarre il y a 2 semaines, là. Et puis là, on est retombé vraiment dans plutôt du froid.
C'est pas forcément super agréable. Donc effectivement, on espère qu'on va petit à petit remonter et avancer vers l'été. Ah ouais, ça va être chouette. C'est passé avec un... J'ai quand même l'impression que cet hiver a été long. Enfin, en tout cas pour ma part. Oui, je crois que c'est un peu un sentiment partagé. Et l'hiver à Bruxelles, il est un peu long, quoi. C'est pas le pôle Nord, mais... Non, mais on a découvert un bar très sympa hier. Ah oui, tiens. Le Tulipan. Donc voilà, encore une nouvelle adresse. Un bar Bobo, place Fernand Coq, forcément, que voulez-vous. Mais c'est l'avantage, on habite dans un quartier qui est une pâté de maison qui est super calme, et puis juste à côté, on a des places avec des bars vachement sympas. Bon, évidemment, on n'y est pas allé beaucoup en plus ces derniers mois, mais du coup, là, on va pouvoir se dire un peu plus maintenant qu'on a une immunité au plafond pendant quelques semaines. Non, mais surtout, on a la meilleure boulangerie de Bruxelles, et ça, pour des Français expatriés. On vous a déjà parlé de renard ? Claire, je ne sais pas si tu écoutes ce podcast, mais on a quand même pu conseiller à Claire, qui est une Belge pure souche, une amie, qui nous a appelé à l'aide l'autre jour, qui habite pas très très loin, qui nous a appelé à l'aide l'autre jour en disant au secours, j'ai une amie française qui vient à la maison, je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner comme bon pain, est-ce que vous avez une bonne adresse ? Mais bien sûr, un Français qui s'installe quelque part cherche toujours parmi ses priorités à trouver une bonne boulangerie. C'est pas toujours évident, hein, mais nous on a la chance d'avoir... Je tiens à noter que c'est une bonne boulangerie tenue par des Belges. C'est une vraie boulangerie authentique. On a l'impression de manger du pain comme en France, tenu par des Belges. Qui est pas scandaleusement cher. Qui est relativement raisonnable. On n'est pas sur les tarifs français, je vous le précise, en particulier sur la baguette. On a quand même la baguette à 1,80, mais c'est une des moins chères de Bruxelles 90. Pour la qualité. 1,90. Mon Dieu. Mais ça, c'est la faute de la guerre en Ukraine. Ah oui, c'est ça, c'est le prix de la farine qui a augmenté, on va dire ça comme ça. Enfin bon, voilà. Et puis, on se bouge, on espère aussi que grâce à notre sortie de Covid et tout ça, on va pouvoir se remettre au sport, parce que là, il y a eu un petit creux dans la vague. Et donc, c'est important de ne pas lâcher le morceau. Absolument. On avait quand même de bonnes habitudes pour courir régulièrement. Et donc ça, c'était très, très chouette. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour là, de notre rubrique vie de couple. Tout à fait. On est toujours intéressé par vos remarques. Si jamais vous avez des choses à nous faire passer, des sujets que vous voudriez qu'on aborde, peut-être que dans notre prochain podcast, on réabordera un sujet un peu plus couple tiré de chez nos amis de WeBloom, n'est-ce pas ? Oh yes, WeBloom. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut vous trouver. Vous concocter. Mais c'est vrai que nos récents podcasts ont une grande place donnée à l'actualité. Voilà, ça nous a beaucoup touchés. On en est conscient. Il faut dire aussi qu'on n'avait pas grand-chose à dire sur notre vie à la maison. On a essayé. Non, mais on va bien quand même, on vous rassure. Globalement, ça va, on se plaint pas. Et puis, si vous avez envie qu'on fasse un espèce de petit Q&A, parce que j'ai regardé des questions-réponses sur YouTube notamment, et du coup, si vous avez envie de nous poser des questions et qu'on vous donne quelques réponses, vous n'hésitez pas à nous envoyer soit un petit mail sur tranchedecouple@gmail.com ou alors un petit message sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitter pour nous poser quelques questions. On sera ravis d'y répondre. Tout à fait. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce 17e épisode. On ne peut vous appeler que... si ce podcast vous plaît, à le faire découvrir autour de vous, à nous mettre une petite note sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est ça qui permettra aussi, avec un petit commentaire si possible, de faire découvrir le podcast à ceux qui se baladent. Et puis ça aidera à la visibilité du podcast. Comme d'habitude, vous pouvez aussi mettre un like donc sur YouTube, un pouce bleu sur Facebook et surtout partager. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus attentifs. Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Sortez masqué si vous jugez que la situation l'oblige. Gros bisous et à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.